Le projet Cycloterre, en fait, c'est un alignement des planètes en quelque sorte, dans le sens où ça fait quand même quelques temps où on a des grands noms d'architectes qui commencent à construire en terre. On a un contexte climatique qui nous pousse à repenser notre pratique. On a aussi la caractérisation des sols et de la terre qui va en s'améliorant, parce que ça a été emprunté à la géotechnique. Et de plus en plus, on se dit, bon, on aimerait construire en terre. Suite au concours Réinventer Paris en 2015, où Joly Loret ont fini 4e, avec cette tour de 45 mètres carrés sur base d'essais sur des déblais, il y a un questionnement qui a commencé à être mis en place à ce niveau-là. Ensuite, en 2016, on a eu le Terra à Lyon, qui regroupait beaucoup d'acteurs, et de plus en plus, on se disait, bon, dans les villes, on a beaucoup de terre, on a plein de déblais qu'on est obligé d'évacuer. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette matière première pour en faire de la construction? Cette problématique a donné lieu à l'exposition Terre de Paris, de la matière aux matériaux, en 2016, de 2016 à 2017, où Paul-Emmanuel Loiret était commissaire de l'exposition, où on présentait en association avec Amaco, en fait, l'analyse de terre, de déblais du Grand Paris. Et ensuite, on formulait des matériaux à partir de ça pour montrer qu'avec ces déblais, on pouvait faire plein de choses. Parce qu'il faut voir quand même que le déblai du Grand Paris, c'est la petite pyramide qu'on a à gauche. C'est censé représenter 45 millions de tonnes. Donc on a du mal à se représenter. C'est pour ça qu'il y a la petite tour Eiffel à côté. Et d'ici 15 ans, sur Paris, on estime à 400 à 500 millions de tonnes de déblai. Donc c'est énorme, hein, ça nous fait un tas de 4 km de large par 400 mètres de haut. Et tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est obligé de l'évacuer en dehors de la ville. Donc c'est des allers-retours incessants de camions, avec des plateformes de stockage qui vont trier terre polluée et terre non polluée. Et puis en fait, c'est une forme d'enfouissement, même si ça reste de la terre. La SGP, donc c'est un aménageur, il me semble, a eu la volonté, avec Joly Loiret et la briqueterie de Wulf, dans le cadre avec la Société du Grand Paris, d'utiliser des déblais pour construire à Villepreux, c'est en cours de construction, et utiliser du cloisonnement en terre crue. Donc là, on commence à avoir du projet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, dans le cadre du concours Réinventer la Seine, Joly et Loiret ont gagné avec Amateur Architecture Studio et LR Architectes. Ils ont gagné ce projet à Ivry, qui représente, il me semble, de mémoire 65 000 logements, quelque chose comme ça, et qu'ils ont prévu de faire en terre. Sauf que là, on se retrouve confronté à un problème. On a envie de construire en terre, sauf qu'il n'y a pas de filière derrière. Comment est-ce qu'on va faire? On a donc en groupement répondu à un appel à projet Urban Innovative Action qui représente 4,9 millions de financements européens. Avec la ville de Sevran en chef de file, le projet a été gagné, donc en cours de réflexion, et la démarche de la fabrique devrait être livrée fin 2021. Donc ça a été complété notamment par Quartus, et donc ça finit par faire un groupement de 13 partenaires qui ont tous leur spécificité. Amaco et Crater, nous on est spécifique à terre crue, donc on va mener tous les essais de formulation, etc. On a Quartus qui va faire de l'investissement, ECT qui est le gestionnaire de terre, un des gestionnaires de terre parisienne, avec qui on travaille beaucoup justement pour la gestion des blés et pour récupérer la ressource première, et ainsi de suite. L'objectif opérationnel, c'est de construire et exploiter une fabrique. Donc c'est simplement un démonstrateur. Hein. Sur les 45 millions de tonnes du Grand Paris, nous on va utiliser 10 000 mètres cubes. Donc c'est pas beaucoup. Mais l'idée c'est de créer des conditions de duplication du modèle de production qui puisse être intra-urbain et de petite taille. En fait, c'est de monter de la filière. C'est aussi contribuer à structurer la filière en IDF et contribuer à faire connaître l'architecture en terre crue aussi, sensibiliser la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. De ce simple projet de montage de fabrique est donc née une SIC, la SIC Cycloterre, et qui deviendra en fait l'exploitant de la fabrique. Donc la volonté toujours c'est cette économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va excaver des déblais qui existent déjà parce qu'on cherche à construire, on va les stocker, les traiter, créer des matériaux pour ensuite construire. Derrière on pourra détruire et réutiliser de la même manière. Comme ça a été fait à Sevran, c'est la volonté de créer une nouvelle filière à Sevran même, du coup, à proximité de la gare de Sevran-Beaudotte qui fait partie du Grand Paris. Donc on est à proximité immédiate, par exemple, d'un des gisements.
On voit par exemple simplement une petite perce d'entrée de la fabrique. Et l'idée, c'est donc de préparer la terre. Donc la terre arrive en déblai, elle est séchée, elle est broyée, ensuite stockée, mélangée. On produit les matériaux, on va laisser sécher, parce que je rappelle, ce n'est pas une prise hydraulique, mais c'est par séchage que ça durcit. Ils sont ensuite conditionnés pour envoi soit chez les grossistes qui vont redistribuer, soit directement sur chantier. La structure de la fabrique, c'est assez simple, hein. On est sur une zone de livraison à gauche, on récupère la matière qu'on stocke, les zones de production, et après les matériaux conditionnés à l'avant, qui sont ensuite récupérés pour être envoyés. Au-dessus, on a vestiaire, bureau et laboratoire pour suivi, contrôle qualité, formulation des matériaux, sur laquelle vient ensuite se rajouter une structure en bois sur le toit. La zone de production se décompose en trois zones principales. On a une zone de compression, une zone d'extrusion et une zone d'ensachage. Donc pour la zone d'extrusion, le mélange se fera sûrement sur dalle au mélangeur. On a la mouleuse qui va produire les panneaux, qui sont ensuite rectifiés après séchage dans un tunnel, en longueur et en largeur, et qui sont poncés en surface. Pour la zone de mélange, ce sera une centrale type béton qui va mélanger le sable et la terre, puis l'eau, pour ensuite faire des BTC avec la presse, et il y a un bras robotisé qui va les palettiser. Enfin, la zone d'ensachage, on est sur les mortiers et les enduits, qui sont pour les enduits mélangés à des fibres, et qui sont simplement mis en sachets, que ce soit des sachets de 25 kg ou des big bags. Les différentes étapes de production. On commence par prélever sur site. Donc, au moment du déblai, on a analysé un gisement qui correspond en général à une couche géologique. Et les terrassiers sur le chantier vont mettre de côté la terre qui sera envoyée à ECT pour stockage. Évidemment, en amont, on a fait des prélèvements, on a identifié les gisements qu'on souhaitait récupérer et ils sont mis de côté. Excusez-moi. Ouais. La terre, du coup, devient un déchet. Comment elle est évacuée En fait, c'est... Ouais, justement, avec les centres de traitement type ECT, il y a des documents qui sont en cours de rédaction pour faire facilement passer les terres non polluées pour les sortir du statut de déchet. C'est sorti il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus des termes exacts mais justement on les sort du statut de déchet en fait, pour pouvoir les réutiliser. Sur site de préparation de ECT, du coup, en fait la terre est préalablement séchée et ensuite broyée, parce qu'on peut avoir des graves de plusieurs dizaines de centimètres ou d'une dizaine de centimètres de diamètre qu'on vient concasser. Donc on passe d'un matériau qui peut ressembler par exemple à ça, tout aggloméré. On passe au broyeur. Bon, ça c'est une petite machine qu'on a chez nous, donc c'est pas représentatif d'un très gros élément, pour donner en fait une poudre. Évidemment, en fonction des gisements, ça peut être de couleurs différentes. Les matières premières sont ensuite stockées, que ce soit le sable ou la terre, pour être mélangées soit sur dalle, soit en centrale. Et après, on passe à la zone de production, donc on l'a vu avec des convoyeurs qui vont amener la matière première, une presse pour les BTC. Et là, c'est un exemple de ce qu'on aimerait un jour atteindre. On en est encore loin. Là, pour l'instant, on est sur une petite machine qui ne produit pas vite. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire des panneaux intercrués comme ça. Ça, c'est dans votre... Non, ça c'est un autre exemple. D'accord. Ça, je pense que c'est stabilisé, c'est vraiment... Mais c'est dans l'idée de montrer comment ça devrait fonctionner. Les matériaux sont ensuite séchés, soit sur la fabrique, soit il y a aussi un tunnel de séchage où on utilise en fait la chauffe du toit pour récupérer l'air chaud et le faire passer dans le tunnel pour sécher les matériaux. Ils sont ensuite conditionnés avant livraison. Donc pour rappel, il y a 3 lignes de production: enduit et mortier, compression bloc et extrusion panneau. Donc pour en arriver là, ça a été pas mal de recherches. Donc une des premières contraintes, ça a été l'identification d'un gisement et la définition des protocoles de test de laboratoire. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a commencé à nous livrer des carottages issus du Grand Paris, je veux dire des terres, il y en a plein de différentes. Même à Paris, il suffit qu'on creuse 1 ou 2 mètres plus loin et on tombe sur autre chose. La problématique, c'est de dire quel gisement on utilise, quelle terre est appropriée à construire des matériaux.
Sachant qu'une des autres contraintes à laquelle on s'est retrouvé confronté, c'est que pour la dépose d'ATEX auprès du CSTB, ils nous ont dit, bon bah d'accord, qu'est-ce que c'est votre matière première? Il a fallu la caractériser. Ils ne nous autorisent pas encore à simplement dire, bah, on a analysé nos déblais, on va utiliser ça et ça. Ils voulaient une ressource identifiée. La chance qu'on a eue, c'est de pouvoir... Enfin, la chance. Ils ont bien accepté qu'on puisse définir une couche géologique qui reste assez globale, c'est-à-dire qu'on utilise des limons de plateau. C'est une terre argilo-limoneuse qui est assez cohésive mais qui manque de granuleux. Ensuite, il y a eu un sourcing de fibres aussi à faire pour les panneaux et pour les enduits. Donc ça, c'est passé par quoi? C'est identifier les fabricants et les fournisseurs dans la région, Île-de-France. Ensuite, on a pris des échantillons, on a testé les différentes fibres, sachant qu'on s'est retrouvé par exemple confronté à des fibres qui dégageaient une odeur, qu'on a dû écarter, et ainsi de suite. Ensuite, il y a des tests de rhéologie, comment est-ce que se comporte le matériau avec telle ou telle fibre. Ensuite, quand on produit les panneaux, par exemple, on a eu des fibres qui étaient trop longues et qui, au moment de la découpe, créent des problèmes, et ainsi de suite. Donc, avec ça, on choisit les fibres. Ensuite, pour la caractérisation du gisement sectionné, on a différents essais de laboratoire qui vont de la sédimentométrie au limite d'Atterberg, et aussi un protocole qu'on a développé pour estimer la résistance estimer la cohésion sèche de la terre, où en fait on va créer des petites éprouvettes cylindriques qu'on va tester à la compression derrière, qui permettent de comparer les terres entre elles. L'étape d'après, pour les recherches à venir, ce serait de réussir à corréler cette résistance sèche sur l'éprouvette avec des résistances finales des matériaux. Et tout ça, c'est quelque chose qui est à mettre en place dans la construction en terre. C'est cette corrélation entre la matière première et le matériau fini. Suite à l'identification du gisement, pour la première année de production de la fabrique, il y a donc un merlon qui a été créé chez ECT, donc, qui fait plus de 10 000 m3 et qui est pour l'instant abrité, et qui servira en fait à fournir la fabrique en matière première. Pour ce qui est de la formulation et de la pré-production de matériaux, on a dû faire évidemment différents tests, que ce soit avec les fibres et la terre. Et là, par exemple, en bas, vous voyez un échantillon type de matière nécessaire pour faire les panneaux, par exemple. On trouve de la paille hachée, de la terre et de la boîte de cellulose. Idem pour les BTC, on a dû essayer plusieurs formulations avant de réussir à trouver la formulation adéquate. C'est aussi passé par de la recherche matérielle, c'est-à-dire que de la mouleuse classique du briquetier, on a dû dessiner et créer sur mesure ici ce qu'on appelle un gueulard, pour pouvoir ensuite y mettre des filières nous permettant de produire des panneaux. Donc ça, c'est l'exemple réel qu'on a chez nous, donc c'est de la petite production. Hein. On a la mouleuse qui va sortir le panneau, qu'on vient glisser sur la table à rouleau et qu'on fait ensuite sécher sur clé. Une fois qu'on a réussi à faire des produits qui nous convenaient visuellement, en tout cas et sensitivement, il s'agit aussi de les caractériser pour s'assurer de leur bonne tenue et de leur bonne résistance à différents paramètres. Évidemment, c'est un processus itératif. Hein. On fait une première formulation, on va faire les essais sur produit fini, et après on revient à la formulation si ça ne marche pas. Typiquement, on va avoir des essais de remontée capillaire pour estimer la résistance des briques, on va avoir des essais sur mur, que ce soit choc mou, flexion, etc. Et on a aussi des essais d'abrasion pour estimer la résistance des briques. Donc typiquement les essais d'abrasion et les essais de capillarité, ça c'est des essais qui viennent de la norme, la XPP 13901. Donc c'est des essais normés en fait. Pour les panneaux, on va avoir des essais à flexion, aussi essais d'abrasion et essais de tenue à l'eau. On voit par exemple ici, où en fonction des briques et des formulations, on a une tenue à l'eau qui n'est pas du tout la même. À gauche, on a une brique qui tombe complètement, alors que celle du milieu ne bouge presque pas face à l'eau. La volonté de ce projet, c'est aussi de créer de la certification. Donc il y a la volonté d'assurer les techniques, et pour ça, il y a 3 ATEX qui sont en cours de dépôt. Un premier, c'est des ATEX de type A, donc c'est à 3 ans, et pour plusieurs opérations. Donc il y a les campagnes d'essais qui sont en cours, et on attend des premiers résultats d'ici courant décembre normalement. Et il y a tout un travail de pré-validation avec le CSTB donc, qui est en train d'être fait par le cratère et Aramco. Donc ces 3 systèmes qui sont en cours d'ATEX, premièrement on a une cloison séparative en BTC, donc c'est une cloison double avec isolant au milieu. Ensuite on a un parent en BTC, donc que ce soit sur
sous deux formats, que ce soit sur un plein ou simplement sur ossature. Et enfin, du remplissage en BTC qui soit support d'ITE, que ce soit finition rendu ou finition bardage. Sur les panneaux, on n'a pas de demande de dépôt d'index parce que ça faisait trop. C'est un des problèmes aussi de structuration de la filière, c'est que c'est des acteurs qui ont peu de moyens, on n'est pas beaucoup. Donc comparé aux grands cimentiers qui déposent 150 index en même temps, nous on n'a pas les mêmes moyens. Donc sur les panneaux et sur les enduits, on fait simplement des essais de caractérisation. Ces essais de caractérisation consistent pour les panneaux à faire des résistances au choc mou et dur. Donc on monte des cloisons, ensuite on lance un sac de 50 kg dessus pour voir comment il réagit. On a des essais de flexion, de transfert thermique, de comportement au feu et des essais acoustiques. Pour les enduits, on fait simplement des essais d'arrachement et des essais de cisaillement sur enduit. Pour vous présenter un peu les matériaux, le volume de production en année de croisière, c'est 8 à 10 000 tonnes de produits. Ça représente quoi? Ça représente presque 25 000 m² de BTC en épaisseur 15 cm avec le mortier, jusqu'à 120 000 m² d'enduit fin, 600 big bags de terre en vrac et 50 000 m² de panneaux de terre extrudés. Et la volonté, c'est que la production commercialisable ait lieu en fin 2021. Les travaux ont commencé, le dépôt de PC a eu lieu il y a quelques mois, et la livraison de la fabrique devrait avoir lieu courant 2021. Pour vous présenter les enduits, ils peuvent être apposés sur différents supports. Donc ils seront livrés typiquement en sac de 25 kg ou en big bag. Les enduits, c'est un mélange de terre et de fibre, et il y a deux types. Soit l'enduit de corps, soit l'enduit de finition. Donc, ils sont applicables de manière simple, que ce soit sur béton manché, sur maçonnerie, sur panneau bois ou sur isolant. Donc évidemment, il y a quelques règles de pose, mais qui sont fournies avec le guide des concepteurs. C'est un guide qui présente la fabrique, mais aussi les différentes techniques de pose et les matériaux proposés par la fabrique, qui sera diffusé sous peu et que vous pourrez trouver en libre accès sur Internet. Donc selon le support, il y a différentes techniques et différentes couches à mettre en place, évidemment. Pour avoir quelques coûts indicatifs de mise en œuvre, pour les enduits fins en fourni posé, on est de 30 à 50 euros du mètre carré. Et pour un enduit épais, on est de 40 à 54 euros du mètre carré. Là, on a par exemple une mise en œuvre sur panneau d'argile, où on va poser une trame marouflée dans un enduit de corps, et on pose ensuite l'enduit de finition dessus. Donc un enduit en terre crue, après on a des finitions qui ressemblent à ça. Évidemment, nous, avec Daniel Ducaire, on peut aller chercher des motifs et des textures tout à fait particulières. Les blocs de terre comprimés et mortier de pose, donc il y a deux formats de briques. Une première brique de 31 15/8 et une deuxième de 31 par 10. C'est le 31 par 10 qui est pour le parent. Donc en fait, elle ressemble à ça. Ça, c'est des essais de formulation avec différentes terres, sachant que celle qu'on garde, c'est celle de droite. Une petite question. Elle ressemble à ça, oui. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser le moule le moule Lego pour pouvoir faciliter la pose Oui, c'est quelque chose auquel on a pensé. Il y aura possibilité aussi de commander des moules. C'est-à-dire qu'une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage qui veut faire des formats particuliers, on pourra demander à la fabrique j'aimerais faire ça, on commande le moule et on fait les briques sur mesure. Ça permettra aussi de faire des briques pour chaînage verticaux et horizontaux. Donc ça, c'est quelques caractéristiques des briques, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc briques qui sont simplement maçonnées comme on a pu le voir avant. Là, on a des essais par exemple où elles sont maçonnées sur face dans une ossature. Pour quelques idées de prix pour les BTC, en paroi de 15 cm, on est sur l'ordre de 150 euros au mètre carré fourni posé. Pour la texte des BTC en cloison séparative, donc on a une longueur entre d'histoire de 3 mètres et 5 mètres si c'est des parois de 15, pour une épaisseur totale de 29 cm. Sa destination d'être entre logements et parties communes, entre salles de classe ou en séparatif circulation, que ce soit de l'enseignement, de l'hôtellerie, etc. Le domaine d'application, c'est en intérieur
ou en extérieur abrité. C'est-à-dire que quand on est sous le vent, il faut qu'on ait une protection de H/2 minimum, et quand on est hors vent, enfin hors façade exposée, c'est H/5. Ça c'est pour les remplissages de façade. Les exemples de BTC, on en a déjà, comme on l'a vu, on a pas mal de briquetiers déjà qui font de la BTC, donc c'est quelque chose qu'on trouve déjà. Et là, c'est plutôt que d'utiliser une carrière, la volonté c'est d'utiliser en fait de réutiliser des blés. C'est la modification à ce niveau-là. Ça, c'est des exemples qu'on a déjà pu apercevoir, mais tout ça pour montrer que c'est une technique qui existe, qui est déjà utilisée et qui est possible de mettre en œuvre et avoir des rendus qui sont tout à fait sympas, et notamment en réinterprétant quelque chose d'un des principes constructifs les plus classiques qu'on a en architecture, c'est la voûte, qui permet de descendre des charges en utilisant les propriétés intrinsèques du matériau. Le panneau de terre extrudé, lui, l'idée c'est vraiment en fait de se réapproprier des techniques contemporaines de cloison, où on vient simplement visser sur l'ossature. Donc au début, nous on voulait visser ça sur l'ossature bois, sauf qu'on s'oriente de plus en plus vers l'ossature métallique parce que faut des problématiques d'attex, de résistance au choc, etc. Et surtout de coup de pose. Parce qu'avec le bois c'est un peu plus compliqué qu'avec ces rails où on vient simplement visser. Un panneau fini, il a à peu près cette texture, et ça peut ressembler à ça. Pour un poids final de 20 kg par panneau, sachant qu'ils font 1,20 m par 62,5 par 2 cm. Donc c'est de la terre, et pourtant ce qui est assez surprenant, c'est que ça reste résistant. Donc là c'est un morceau de panneau qu'on a découpé, hein, puis c'est quelqu'un qui tape au marteau dessus, comme on peut le voir. Et ça tient quand même pas mal. Ouais, sur chaque panneau pour vérifier si tu veux. Voilà, donc là, à nouveau, c'est un descriptif des panneaux. Tout ça, vous retrouverez dans le guide des concepteurs et sur la plaquette en fait de l'usine. Donc là, à nouveau, ça peut être mis sur support continu ou sur ossature, en cloison ou en contre-cloison. C'est de la même application qu'un panneau plus classique. C'est découpé simplement à la disqueuse. Et de par la formulation, on peut visser assez proche des coins sans que ça éclate. Parce qu'on a mis des petites fibres dedans qui vont reprendre les efforts de traction localisés en fait. Donc là, on a fait des essais de montage directement sur ossature, où on a vissé les panneaux et puis après ils sont enduits avec trame marouflée et puis enduits de finition. Pour avoir quelques ordres de prix, ce qui est prévu, c'est que donc en contre-cloison, on est sur du 90 € mètre carré, et en cloison ossaturée, on passe plutôt sur du 150. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la filière de production panneaux, suite à un manque d'investisseurs, pour l'instant, ce sera que une filière expérimentale. C'est-à-dire qu'on a la formulation, grâce à notamment INLI qui nous finance de la recherche, on continue à faire de la recherche de formulation et de caractérisation de panneaux là-dessus, et dans la fabrique, il n'y aura pas encore de production commercialisée vraiment.